Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. On vous racontera le combat de Pauline Bourgoin qui milite pour avoir la garde exclusive de sa fille Louise. À 3 ans, elle accuse son père d'attouchement. Pour le moment, la justice autorise toujours à voir son père. Entre effroi, sécurité de l'enfant et procédure interminable, vous découvrirez l'enfer que vit cet enfant et sa mère. Deuxième partie d'émission, zoom sur le magazine Kesako Mundi qui s'intéresse aux questions de société en les adaptant à un jeune public. Sa rédactrice en chef sera avec nous sur ce plateau. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Guillaume Blanc reviendra sur une affaire qui a fait beaucoup réagir. Une maman qui a écrit une lettre ouverte pour dénoncer l'homophobie que subit son fils à l'école, un collège de l'Ouest parisien. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter ces annonces du ministre de l'Éducation Pap Ndiaye chez le confrère de France 2, il est revenu sur le plan interministériel mis en place dès la rentrée pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et le ministre a évoqué la possibilité pour des élèves harceleurs en primaire d'être déplacés plutôt que des élèves harcelés. Alors ce changement d'établissement ne sera pas systématique. Il se fera en cas de difficulté lorsqu'un élève posera des problèmes de sécurité et de santé pour les autres élèves. Par ailleurs, le dispositif phare, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école sera étendu à tous les lycées. Enfin, Pap Ndiaye annonce le doublement du temps consacré à l'enseignement moral et civique, passant d'une demi-heure à 1 heure par semaine, et ce dès la rentrée 2024. Et pour ce faire, les programmes consacrés à cet enseignement seront revus. Autre annonce de la part du ministre, cette fois-ci concernant ce fléau qui persiste dans nos écoles, le non-remplacement des profs absents. Et c'est la priorité numéro 1 fixée par l'Élysée à Pap Ndiaye pour la rentrée. Lors d'un comité social d'administration, un projet de décret a été présenté au syndicat et selon ce document consulté par nos confrères de Ouest France, les chefs d'établissement ont pour mission de constituer d'ici l'automne des listes de professeurs volontaires. Ils pourront ainsi piocher dans ce registre pour remplacer un enseignant au pied levé selon les disponibilités. Alors pour assurer ces remplacements de courte durée, 3 options ont été retenues. La première, un enseignant est absent, un collègue de la même discipline engagé dans le pacte est disponible, donc ce dernier est remplacé. Si ce n'est pas possible, un professeur de mathématiques pourra par exemple dispenser un cours de géométrie en cas d'absence d'un prof de français. Enfin, dernier recours, des séquences pédagogiques numériques piochées dans les banques de données du CNED, le Centre national d'enseignement à distance, seront surveillées par les assistants d'éducation. Nous poursuivons avec un tout autre sujet. Un projet d'attentat a été déjoué avec 2 jeunes interpellés. Et le premier, c'est un lycéen de 17 ans radicalisé, domicilié à Valoris dans les Alpes-Maritimes, soupçonné d'avoir voulu projeter une attaque djihadiste au couteau. Le second, un étudiant en droit âgé de 21 ans vivant en Seine-Saint-Denis, radicalisé lui aussi, et qui est soupçonné de l'avoir poussé à commettre une attaque. Ils ont tous les deux été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes contre des personnes en mars et juin dernier et placés au passage en détention provisoire. À ce stade, aucune cible précise n'a été identifiée par les enquêteurs, ni aucun lien avec des membres de l'organisation État islamique. Direction la Sarthe maintenant, où 3 collèges vont bénéficier de la cantine à 1 €. Et la mesure sera votée en octobre pour une application au 1er janvier 2024. Les établissements concernés sont labellisés REP+, donc en zone d'éducation prioritaire. Ils sont tous situés au Mans et ce tarif s'appliquera pour tous les élèves, qu'ils soient boursiers ou non. Et dans les autres collèges, par contre, le tarif ne va pas changer, 3,95 €. Alors objectif, permettre à chacun d'avoir au moins un repas complet par jour, mais aussi garder les élèves au collège le midi pour lutter contre l'absentéisme et leur permettre également d'accéder aux activités sportives ou culturelles mises en place par les établissements. Alors ce dispositif va coûter entre 120 et 350 000 € par an au département, en fonction bien sûr du nombre d'élèves qui en profiteront. Il sera expérimenté pendant 2 ans dans un premier temps.
En Côte d'Or, 32 degrés dans les classes d'une école dijonnaise. Alors, conséquence, évidemment, les professeurs donnent leurs cours dehors. Malaise, vomissement, saignement du nez. Eh bien, à l'école primaire de la Maladière à Dijon, enfants et enseignants ont de plus en plus de mal à supporter la chaleur dans les salles de classe. En milieu de matinée, la concentration faiblit, avec des maux de tête, par exemple, pour les élèves. Et en cause, parents et professeurs avancent des problèmes d'isolation du bâtiment, des rideaux cassés depuis de nombreuses années. Et les demandes auprès de la mairie pour des climatiseurs et ventilateurs ont été refusées. Alors face à cette situation, certains professeurs ont donc décidé de délocaliser leur classe dans la cour de récréation sous un arbre afin de trouver de la chaleur. Mais l'autre problème, c'est que les enfants s'assoient en tailleur sur un bitume qui est brûlant car il n'y a pas assez de place pour ces 25 élèves sous l'arbre de la cour. D'autres professeurs choisissent d'aller tout simplement dans le gymnase pour là aussi trouver un peu de fraîcheur. Alors contacté par les médias, l'adjoint au maire de Dijon, délégué à l'éducation, se défend. Nous n'avons jamais été contactés, que ce soit par les parents, par les professeurs ou par la direction de l'établissement. À présent, ils assurent faire des relevés de température et des ventilateurs seront toutefois fournis. Merci Guillaume. Le combat d'une mère pour la sécurité de sa fille, c'est celui que mène Pauline Bourgoin. Alors que sa fille accuse son père d'attouchement, la justice continue de l'autoriser à la voir. Alors comment expliquer une telle situation? On reçoit Pauline Bourgoin sur ce plateau ainsi que deux invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Claire Bourdi. Bonjour, vous êtes fondatrice du collectif Enfantiste qui lutte contre les violences faites aux enfants. Bonjour. Rachel Fleur-Pardo, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Vous êtes avocate, on vous reçoit souvent sur School TV. Merci également d'être là. Et bien sûr, Pauline Bourgoin, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes la maman de Louise, qui a 3 ans aujourd'hui, et vous vivez l'enfer depuis plus d'1 an et demi maintenant. Un enfer que l'on va détailler, si vous le voulez bien, ensemble, d'écrire pour que tous ceux qui ne connaissent pas cette histoire, cette triste histoire, comprennent réellement ce que vous avez vécu au quotidien et ce que vous continuez de vivre aujourd'hui et quel est votre combat jour après jour. J'allais dire même minute après minute. J'aimerais que donc on revienne sur ce qui s'est passé. En janvier 2022, la crèche de votre enfant, de Louise, vous contacte, vous appelle, ou en tout cas vous fait part de comportements anormaux de votre fille, notamment quand on la change. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les premiers mots? Qu'il se passe quelque chose d'anormal, qu'elle s'inquiète, que ma fille tremble au moment de chaque change et avec chacune des assistantes maternelles. Elle est prise de tétanie en fait. Elle attrape le bras et elle dit non, elle veut pas. Et elle m'explique que c'est un comportement complètement anormal qu'elles n'ont jamais vu chez aucun enfant et que ça a été réitéré avec chacune des assistantes maternelles. Lorsque vous changiez Louise, vous n'aviez constaté aucune attitude suspicieuse, aucun changement? Alors en fait, pour des selles, elle était changée allongée et elle n'avait pas eu de selle avec moi le soir depuis le retour de week-end. Donc en fait, pour les changes debout, comme elle était très en avance sur son âge, très autonome, elle le faisait elle-même, je lui donnais une lingette, je l'accompagnais. Et pour ça, il n'y avait pas de souci. Avec les assistantes maternelles non plus. C'est quand elle est allongée et contrainte, là, elle est prise de panique. Donc je n'ai pas eu à faire de change allongé. C'était depuis le lundi qu'il y avait ce comportement-là. Et le jeudi, elles ont fini par m'alerter en se disant « c'est pas normal ». L'effroi absolu, j'imagine pour vous, vous imaginez le pire et vous... Non. Pas du tout. En fait, je n'arrivais pas à réaliser. Elles m'ont expliqué aussi qu'elles ont cherché à savoir ce qui se passait, qu'elle disait avoir peur, donc elle lui demande de qui. Elle pointe chacune des assistantes maternelles, c'en est aucune d'entre elles, mais elles lui font dire en posant des questions qu'il s'agissait bien de quelqu'un qui lui faisait le change, mais qui ne se trouvait pas à la crèche. Et quand on lui demande de dire de qui il s'agit, elle se ferme, elle se met à pleurer et elle ne répond plus du tout. Enfin, elle a un comportement, la tétanie est encore plus forte. Là, on parle de la crèche. Là, on parle de la crèche. Et moi, à ce moment-là, je comprends qu'il y a quelque chose, mais je ne peux pas imaginer que c'est quelque chose de l'ordre sexuel. Vous discutez avec elle, vous lui dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas être changée? Qu'est-ce que tu ressens? Vous arrivez à communiquer avec elle? Elle a quel âge à ce moment-là? Elle a 2 ans. 2 ans et demi à ce moment-là. Donc peu de mots, mais un dialogue quand même qui s'instaure. Elle est précoce. Aujourd'hui, elle parle très bien. À l'époque, elle parlait déjà. Elle était assez en avance. Et je lui dis que la nounou m'a dit qu'elle avait peur. Je lui demande de quoi elle a peur. Elle me dit de papa.
Et puis là, mon sang se glace à ce moment-là. Mais je ne peux pas imaginer ça. Et quand on parle un peu plus, elle me dit qu'elle a eu mal. Mais ça prend du temps. Il y a plusieurs choses qui se disent. Elle me dit qu'elle a eu mal. Elle me dit qu'il y aurait eu un doigt qui l'aurait pénétré. Et quand je lui demande de dire qui, elle se met à pleurer. Où elle se ferme, enfin il y a une réaction où elle veut pas dire, et là je la rassure, je la prends dans mes bras et je lui dis qu'à moi elle peut tout dire, qu'elle a le droit, et là elle me redit papa. Donc à ce moment-là je suis en état de choc, mais j'arrive toujours pas à me dire si c'est ça, enfin j'ai pas de certitude. Moi je suis j'ai ma vie qui défile, mon cœur qui s'emballe, je me dis il a dû lui faire mal avec une lingette, on va trouver une explication. Parce qu'en fait pour vous c'est inconcevable, ou parce que vous avez tant aimé cet homme que vous pouvez pas imaginer ça de lui? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? On a du mal à imaginer ça de personnes qu'on connaît. Parce qu'on s'imagine peut-être quelqu'un avec un visage effroyable. On imagine un monstre, en fait. Et on n'arrive pas à imaginer ça sur son propre enfant, en fait. Même là, quand je vous évoque les souvenirs, j'ai la nausée. Donc, je préférais être dans le déni. Donc, j'ai tout imaginé. Il lui a fait mal avec une lingette, tous les scénarios possibles, au point que, comme le père de ma fille, je l'avais quitté à la naissance. C'était quelqu'un de violent. Je l'ai quitté pour protéger ma fille. Qui était violent vis-à-vis de vous? Oui. Vous aviez porté plainte à l'époque contre lui? Non, je voulais pas de problème avec lui. J'ai jamais osé faire quoi que ce soit contre lui jusqu'au jour où ça a atteint ma fille. Mais avant, clairement, il n'y a pas grand monde qui veut des problèmes avec lui d'ailleurs. Et donc, et un an après l'avoir quitté, je m'étais remise avec quelqu'un et j'en étais arrivée au point de me dire c'est peut-être mon nouveau compagnon. Enfin, je cherchais tellement à ce que ce soit pas lui que j'ai été dans le déni un temps. Un déni qu'on relève souvent, Rachel Fleur-Pardo et Claire Bourdi, chez toutes les femmes et aussi les enfants qui sont victimes de violences. Oui, c'est quelque chose qui arrive assez souvent en fait, parce que c'est difficile de s'imaginer ça sur son propre enfant. On ne veut pas que ça arrive. Et puis, l'enfant, il n'a pas les mots exactement pour le dire. Ça va être « j'ai mal à tel endroit », ça va être « j'ai peur de papa », comme vous le disiez exactement. Et petit à petit, il arrive que les mères prennent conscience. Et même qu'un jour, quand les enfants sont parfois un peu plus âgés, que les enfants disent clairement à leur mère « voilà ce que me fait papa », ça arrive. Et en réalité, les scénarios se ressemblent beaucoup dans ce type d'affaires. Souvent, on a d'abord un enfant qui se confie à sa mère. Ensuite, on a cette mère qui va décider, donc pour protéger son enfant, de ne plus le présenter à son père et qui risquera à ce moment-là peut-être d'être poursuivi pour le délit de non-représentation d'enfant. Oui, on va y venir justement à tout ce qui s'est passé, parce que l'événement, c'est très important de bien comprendre la suite des événements. C'est toute la question qu'on se pose, nous, évidemment, par rapport à cette justice qui paraît incompréhensible. Au moment où vous dites, vous n'êtes plus ensemble, vous vous quittez effectivement à la naissance de votre fille, vous savez votre ex-compagnon ou mari violent, vous le quittez. Au moment où votre fille vous relate les faits, les mots sont clairs, vous vivez ce cauchemar absolu, cet effroi, et vous décidez de porter plainte. Pas tout de suite, j'ai mis du temps. En fait, au début, je lui en ai parlé. Et j'arrivais pas à présager que c'était lui. Il remet la faute sur le beau-père. C'est ce qui m'a fait douter, en fait. Je ne savais plus, j'étais perdue. C'était très violent, en fait. J'étais sans dessus-dessous. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il remet la faute sur quelqu'un d'autre, alors que le beau-père, il avait juste envie de le tuer depuis que j'étais avec lui. Là, subitement... Quand vous dites tuer, évidemment, c'est une expression, hein, pour qu'on soit clair. On est d'accord. Et il a ce genre de mots, en fait. Je reprends ces mots. Mais... et là, soudainement, le beau-père, il lui en veut pas. Il cherche pas à savoir ce qui se passe. Il appelle même pas la crèche pour avoir la version de la crèche. Donc c'est là que je commence à être un petit peu inquiète. J'appelle le 119 pour savoir quoi faire. Moi, à ce moment-là, je suis pétrifiée, j'arrive pas à agir, je suis bloquée. Et j'ai peur. J'ai peur des représailles, j'ai peur de beaucoup de choses. En tant que victime vous-même, effectivement, de votre ex. C'est ça. Donc j'appelle le 119 et je me retrouve face donc à la protection infantile qui me donne un rendez-vous 3 semaines plus tard. Donc il n'y a pas ou plus de lésions sur ma fille à ce moment-là. Mais je me retrouve face à 2 assistantes sociales, enfin une éducatrice et une infirmière, qui me disent qu'il faut absolument déposer plainte contre le père de ma fille.
Je leur explique que déjà que je ne suis pas certaine que ce soit le père de ma fille, que c'est peut-être le beau-père, que je souhaiterais déposer plainte contre X et que je ne peux pas, que je risque des représailles. Et elles me disent que si je ne suis pas en mesure de protéger moi-même ma fille, elles vont saisir le juge des enfants et il le fera. Donc je suis déjà menacée d'un placement à ce moment-là si je n'agis pas. Elles me disent de ne pas représenter ma fille à son père. Donc je m'exécute, le lendemain matin, j'ai déposé plainte. Et comme elle m'interdisait de déposer plainte contre X, j'ai fait nominativement contre le père, mais aussi contre le beau-père, en faisant part de tous les éléments qui pouvaient m'interroger. Comment réagit le beau-père en question, votre conjoint? À la minute où j'ai eu des doutes sur lui, je l'ai quitté. Le conjoint en question? Avec qui j'étais, en fait, ça a été le déclic pour arrêter la relation. Ça n'allait pas avec lui. Et le fait quand je lui en ai parlé, il a aussi réagi de manière étrange. Il n'a pas cherché à protéger. Les deux étaient pas clairs. J'étais en train de me dire que j'étais pas avec quelqu'un de sain ça a été un élément déclencheur pour le quitter. Claire Bourdi, est-ce que c'est une situation qu'on voit souvent aussi dans ces moments effectivement où on est dans l'effroi, hein, je disais c'est le terme qui revient souvent, pardon, mais dans l'horreur, est-ce qu'on est complètement perdu, on ne sait plus à qui se fier, on n'a plus confiance finalement en son entourage et on est perdu? Bien sûr. Au collectif enfantiste, on reçoit beaucoup de témoignages de parents, essentiellement des mères qui essayent de protéger leurs enfants. Et il est tout à fait normal que les parents soient perdus face à des violences qui sont impensables et face aussi quand même à des enfants qui sont en souffrance avec des symptômes. Et là où ça ne va pas, c'est que la justice et les services sociaux devraient prendre en charge justement l'affaire de manière à ce que la mère puisse être guidée dans les démarches. Et au lieu de ça, en fait, on est perdu au milieu d'une justice qui n'entend pas l'enfant. Au milieu, il n'y a pas de suivi pour l'enfant. Il n'y a pas de suivi psychologique, donc on a un enfant qui est en souffrance. Judiciairement, on n'a pas l'habitude. Pauline n'a jamais porté plainte pour violence conjugale. C'était la première fois qu'elle déposait plainte. Et donc elle se retrouve dans un système qu'elle ne connaît pas. Et on se rend compte avec les témoignages que quand on ne connaît pas le système, c'est compliqué de s'en sortir. Déjà, et quand on le connaît, déjà, c'est compliqué, puisqu'on voit qu'on ne va pas toujours jusqu'au bout, justement, de la condamnation. Vous, donc, portez plainte. Que se passe-t-il ensuite? Louise a envie de revoir son père ou pas? Non, elle me suppliait de ne pas le voir, de la protéger. Elle réitère ses déclarations quelquefois. Et donc, je ne la présente pas. Seulement, un week-end, je me retrouve devant le juge. Le père clame que je fais ça pour lui nuire. Et donc, la justice condamne Louise à aller chez son père un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Sans écouter la plainte que vous formulez, sans écouter les problèmes de violence et d'agression sexuelle qu'elle aurait subis. On n'a pas cherché à savoir. On n'a pas voulu entendre. Quand j'étais face à la juge aux affaires familiales, quand je lui ai dit, elle m'a dit « Moi, je ne suis pas juge pénal, ça ne me regarde pas. » C'est normal, ça, Rachel Furpado? Non, c'est malheureusement, en fait, ce que reflète cette affaire, c'est parfois un défaut de formation, en réalité, de tous les professionnels de la justice qui sont en charge de traiter ces affaires-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est aussi que dans 70% des cas, les plaintes pour fait d'inceste sont malheureusement classées sans suite. Le motif qui est en général retenu, c'est le fait que l'infraction ne soit pas suffisamment caractérisée. Ça veut dire quoi, caractériser? Caractériser, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réunir suffisamment de preuves pour démontrer que les faits d'inceste dénoncés existent réellement. Sachant qu'ils sont déjà allés jusqu'au bout de la plainte, ça veut dire que 70% c'est déjà un chiffre épouvantable. Exactement. Donc c'est bien pire. C'est parce que ce sont la plupart du temps des faits qui se produisent dans une forme de huis clos. Donc c'est très difficile de réunir des preuves. Mais ces 70%, ce chiffre qui est quand même conséquent, c'est aussi révélateur d'autre chose. C'est révélateur de ce dont je vous parlais, du défaut de formation de tous les professionnels de la chaîne, tant éducative que judiciaire. Et c'est aussi un chiffre qui est à mettre en parallèle avec les analyses, les chiffres de la Ciivise, qui retient que sur les 7600 dossiers étudiés, seulement 2%, donc 12, correspondaient à de fausses accusations volontaires. Donc c'est un nombre qui est absolument ridicule quand on compare aux 70% de classement sans suite. En réalité, aujourd'hui encore, notre justice n'arrive pas à entendre et à accueillir suffisamment bien la parole des enfants. La parole des enfants et la parole des femmes aussi. C'est un autre dossier, mais ça fait partie aussi de la même chose. La suite, quelle est-elle? Donc, il décide donc de porter plainte contre vous? Oui,
il y a des plaintes contre moi. Et en parallèle, bon, il y a eu une plainte pour... le seul week-end où je ne l'ai pas représenté, en fait, j'ai été convoquée par la police pour disparition inquiétante de mineurs avec pour mobile démence. Donc je me suis présentée tout naturellement. Les policiers me disent, mais on vous cherchait partout, on tentait de vous localiser à l'étranger. Vous étiez juste chez vous, oui, je n'ai pas bougé. Il me dit, mais pourquoi vous n'avez donné aucun signe de vie à monsieur? Il était mort d'inquiétude au commissariat ce matin. Il se demandait si vous n'aviez pas tué votre fille, vous seriez suicidé. Enfin, c'est parti. Il a fait toute une scène. Et je dis, mais si, en fait, j'ai répondu. Il m'a contacté vendredi soir. Je lui ai répondu vendredi soir. Et il m'a réécrit ce matin. Et je lui montre les SMS. Il regarde, il dit, ah, donc monsieur était en train d'échanger avec vous par SMS pendant qu'il déposait sa plainte. Il s'est bien fichu de nous. Mais... donc il a classé, mais le dépôt de plainte a servi à ce qu'il revendique partout. Regardez, elle m'a enlevé mon enfant, il y a écrit démence, si les policiers ont pris ça. Ce policier dont vous parlez, que vous citez, lui aurait pu témoigner par exemple de cette situation? J'aimerais bien qu'il le fasse, mais non. Moi je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner un récépissé de ce que vous venez me dire, quelque chose? Il me dit non, c'est pas la procédure. Il y a un problème de procédure aussi, il y a un problème d'administratif. Enfin, comment on en arrive à cette situation, Claire Bourdi? Non, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête sérieuse. C'est pas, les enquêtes sont pas menées jusqu'au bout. On ne va pas interroger tous les témoins, on ne va pas interroger les proches des enfants. Et même s'il y a des preuves, on parlait de preuves tout à l'heure, même s'il y a des preuves, parfois médicales, une expertise, un expert judiciaire peut écraser toutes les preuves. Alors qu'on sait que les experts judiciaires ne sont pas tous formés aux violences sexuelles, qui sont des violences spécifiques à prendre en charge. C'est encore un problème de formation. Mais ça veut donc dire clairement qu'un enfant qui est en souffrance, en pleine souffrance, qu'il le dit en plus, qu'il le formule, parce que beaucoup d'enfants ne le formulent pas, et on sait malheureusement les dégâts que ça peut faire à 30, 40 ans quand ça ressort, et on sait le nombre de cas que vous avez pu avoir, évidemment, de votre côté, Rachel Fort-Pardo. Ça veut dire qu'un enfant en souffrance à 3 ans, il le sait, enfin, elle le sait, elle le formule. Vous êtes dans le cas de la protection donc de votre fille. Et encore une fois, je ne veux pas accuser votre ex-conjoint, mais enfin, la situation est telle que vous le racontez. Vous êtes dans une situation de protection de votre enfant. Le juge ne l'entend pas, ça? Il ne veut pas l'entendre. En fait, c'est Allez-y. Aujourd'hui, ma fille rentre de week-end avec des parties génitales irritées. C'est constaté par médecin. Et la réponse de l'aide sociale à l'enfance a été, elle a dû se le faire toute seule chez son père. Oui, bien sûr, un classique. Enfin, encore une fois, je suis tellement choquée par cette situation et je pense que tous ceux qui nous regardent le sont. J'ai lu effectivement la suite aussi des événements. Il vous accuse donc de démence, vous le dites vous-même. Oui. Ce policier qui constate les échanges de SMS, lui-même ne propose pas effectivement de l'écrire de manière manuscrite et de rapporter ce qu'il voit. En vous accusant de maltraitance et de démence, il réclame le placement de l'enfant? Tout à fait. Comment ça se passe pour vous? En fait, je n'ai rien vu venir parce qu'il m'avait assigné à une adresse à laquelle je n'habitais pas. Donc j'ai su qu'il y avait une audience seulement quelques jours avant l'audience. Je n'étais pas du tout préparée. Et moi, l'aide sociale à l'enfance m'avait dit qu'il faisait une demande de placement. Mais quand je leur ai demandé ce qui n'allait pas dans ma parentalité, en fait, ils m'ont répondu « Madame, vous êtes trop bienveillante et vous êtes trop à l'écoute de votre fille ». Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à concevoir leur réponse. Je la comprends toujours pas vraiment. Mais derrière, j'avais été rassurée par mes proches qui me disaient « Mais voyons, ça n'existe pas un placement d'enfant pour ce motif. » On peut être trop bienveillante par rapport à un enfant? Mais en fait, c'est toute la question que pose ce délit dont on parle de plus en plus, notamment grâce aux campagnes que vous conduisez sur les réseaux sociaux et dans les médias. C'est le délit aussi de non-représentation d'enfants. C'est en fait ce délit qui vient sanctionner quasi systématiquement les parents protecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on place les mères, parce qu'il faut savoir qu'il y a 700 personnes qui sont condamnées chaque année pour non-représentation d'enfants et qu'il s'agit à 80% de femmes. Donc, on demande aux mères de choisir dans ce dilemme infernal entre protéger son enfant ou risquer d'être elle-même poursuivie en justice et quasi systématiquement condamnée. Poursuivie en justice et d'amener l'enfant vers son bourreau. Enfin, si c'est le cas. C'est précisément le cas parce que c'est un délit qui est très facilement caractérisé. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit
pour la personne qui a un droit de garde de démontrer que tel week-end, eh bien, on ne lui a pas remis l'enfant et la condamnation est quasiment systématique. Alors, il y a un récent décret qui est venu prendre en considération ces témoignages et qui impose désormais au procureur de la République, auquel on répond quand ils nous poursuivent pour non-représentation d'enfants, que c'est en fait parce qu'il y a des suspicions d'inceste. Eh bien, maintenant, ce décret oblige les procureurs à aller essayer de chercher la vérité, commencer une enquête et dire si ou non ils constatent des faits d'inceste avant de poursuivre pour non-représentation d'enfants. Mais c'est la difficulté qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que ces enquêtes ne vont pas suffisamment loin et qu'en l'état, dans la grande majorité des cas, il y a un classement sans suite, combien même il y aurait des faits d'inceste. Et en fait, globalement, notre société a du mal à prendre en considération l'ampleur des faits d'inceste. Il faut rappeler les chiffres de la Civis qui sont éloquents. 1 enfant sur 10, 3 enfants par classe sont victimes d'inceste. Et j'ai l'impression que d'une façon générale, on n'a pas envie vraiment de regarder cette réalité en face. Et c'est vrai que c'est une réalité. On reparle de... Enfin, je veux redire cette phrase. Vous êtes poursuivi pour trop de bienveillance par rapport à votre enfant. La non-représentation, c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut dire à une femme, vous êtes trop bienveillante par rapport à votre enfant ? Bien sûr, surtout en ce moment, on voit beaucoup dans les médias, on parle beaucoup justement de l'éducation bienveillante, de l'éducation positive, et on essaye de critiquer cette éducation. Et en fait, nous, on a un collectif d'activistes contre les violences faites aux enfants parce que les enfants sont énormément dominés par les adultes et il y a un système d'oppression qui est exercé sur eux, c'est-à-dire qu'il y a des généralités comme les enfants sont des menteurs, qui est une mentalité en France qui est vraiment intégrée dans le système. Donc on ne croit pas les enfants et ça crée des dégâts et les médias contribuent à cette culture. En fait, il y a on parle beaucoup de culture de viol, culture de l'inceste. Et bien justement, le fait de voir dans les médias qu'on essaye de contrer la bienveillance envers les enfants, ça fait partie de cette culture de l'inceste parce que ça permet de laisser vivre des histoires comme ça, parce qu'on ne va pas écouter la parole de l'enfant, parce que finalement, la société pense que l'enfant ment et on ne va pas aller voir plus loin. Votre enfant, donc Louise, est placée dans une famille d'accueil. Oui. Vous êtes vraiment complètement démunie, j'imagine, à ce moment-là. Complètement. Vous ne voyez plus Louise, vous ne savez pas si elle va bien. Vous avez un contact avec elle à ce moment-là? Non, en fait, on n'a même pas pu se dire au revoir. À l'issue de l'audience, je prends un temps pour me remettre de mes émotions. Je prépare sa valise, ses affaires, et j'appelle la référente sociale en charge de la mesure, à qui je demande comment se passe le départ de ma fille. Et en fait, j'apprends à ce moment-là qu'il ne se passera pas du tout, parce qu'en fait, ils sont déjà allés la chercher à la crèche. Et ma fille, aujourd'hui, me raconte encore que 3 inconnus sont venus de l'enlever. Elle s'en souvient. C'était il y a plus d'1 an. Et j'ai supplié pour pouvoir lui donner ne serait-ce que son doudou, et ils ont refusé. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre une situation pareille, j'arrive pas à comprendre que ça arrive. J'ai demandé même à lui donner sans qu'elle me voie, à le déposer devant une porte, à leur déposer. Et tout m'a été refusé. Et j'ai pu la revoir 11 jours plus tard. J'avais le droit à 1 heure toutes les 2 semaines sous surveillance, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais en quoi on protège un enfant en agissant comme ça ? J'aimerais comprendre quel est l'objet, quelle est l'argumentation de la justice française. En quoi l'enfant est protégé quand 3 hommes qu'elle ne connaît pas l'enlèvent de la crèche, d'une maman qui serait trop bienveillante, avec un papa qui serait un bourreau. Tout au conditionnel, puisque évidemment je ne suis pas en mesure de pouvoir juger ça. Non, je pense que cette affaire est révélatrice de certains dysfonctionnements, d'une certaine violence aussi du système, qui est absolument manifeste dans la scène que vous décrivez, madame. Et je crois aussi qu'il faut regarder cette figure à laquelle on touche. En fait, c'est la figure de l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est une figure extrêmement, si vous voulez, patriarcale et essentielle dans le système français encore aujourd'hui. Et beaucoup tendent à penser que, ça rappelle d'ailleurs des vieux discours, mais que pour un enfant, il faudra absolument un père et une mère. Et on est frileux encore, même pour protéger l'enfant, à essayer de le confier peut-être seulement aux parents qui seraient bienveillants à son égard. Donc il y a aussi cette question vraiment de l'autorité parentale qui est comme un concept sacralisé de notre société et de notre justice et auquel on a du mal à retirer le père chef de famille en quelque sorte. Placement famille d'accueil, c'est jamais anodin, Claire Bourdi ? Non.
Ce n'est pas anodin et le système n'est pas du tout pensé pour les enfants. Le juge Édouard Durand le dit souvent, aujourd'hui, qui voulons-nous protéger ? Clairement, on ne cherche pas à protéger les enfants. Le système, la protection sociale, l'aide sociale à l'enfance n'est pas pensé pour prendre en charge ces enfants. Des enfants qui sont placés pour violences sexuelles et qui n'ont pas de suivi de psychologie et de suivi en psychotrauma, qui est très important pour prendre en charge ces violences. Il n'y a pas de suivi chez ces enfants. Pourquoi il n'y a pas de suivi ? Il n'y a pas de suivi parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'aujourd'hui en France, il y a des pénuries en pédopsychiatrie. Dans le social, dans le médical, il y a de graves pénuries. Il y a un manque considérablement de moyens humains et financiers. Et puis, il n'y a pas une volonté politique assez forte pour justement protéger les enfants et les soigner. Pauline Bourgoin, depuis, vous avez récupéré Louise, vous vous êtes battue. Oui. Est-ce que vous avez pu justement emmener votre fille voir quelqu'un, un psychologue à suivi ? Toujours pas, on me l'empêche. On me demande de respecter l'autorité parentale du père. Et le père, ça fait 1 an et demi que je lui demande à pouvoir l'emmener chez un psychologue et il s'y oppose. Ouais. Donc je suis obligée de la laisser avec sa souffrance et là sa souffrance s'empire de plus en plus. Une souffrance qui s'empire de plus en plus parce que effectivement elle n'est pas, elle n'a vu aucun spécialiste et en plus parce que j'imagine que la justice vous oblige à amener Louise chez son père. Il est écrit dans le jugement que si je ne respecte pas les droits du père, à la fois l'autorité parentale et à la fois les droits de visite, elle risque de m'être enlevée derrière. Pendant une enquête ? Il justifie cela par rapport à une enquête potentielle ? Non, il n'y a pas de lien avec l'enquête. Il y a une instruction en cours pour les violences sexuelles, mais ce n'est pas corrélé à l'enquête. Rachel, pardon. Non, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait le courage d'aller peut-être encore un peu plus loin que ce décret dont je vous parlais, qui demande au procureur de suspendre les poursuites pendant une enquête. Il faudrait également appliquer cela au cas de l'instruction judiciaire, d'une information judiciaire, quand un magistrat instructeur est désigné pour instruire sur des faits, notamment après un classement sans suite. Il faudrait que pendant la phase de l'instruction, il y ait aussi cette précaution qui soit prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire que pendant la phase de l'instruction, la mère qui décrit les faits d'inceste que lui rapporte son enfant ne soit en capacité légalement, sans se mettre elle-même à risque, de ne pas présenter son enfant à celui qui est accusé de violence sexuelle. Mais quand même, je veux aussi souligner que on va vers du mieux. C'est-à-dire que les mentalités commencent à évoluer. Beaucoup de mères arrivent à faire beaucoup de bruit en ce moment. Et je crois qu'il y a un élan, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Et j'espère en tout cas que dans un futur proche, cet élan résonnera de plus en plus fort dans les tribunaux et jusqu'à l'Assemblée nationale et le Sénat également. Alors oui, je veux bien finir sur une note positive, mais enfin, là, quand on voit le cas effectivement de Pauline Bourgoin et de Louise, j'ai du mal à l'entendre. Et vous le comprenez, je pense que tous ceux qui sont ici et qui regardent cette émission, forcément, ne comprennent pas. Et j'imagine que c'est votre cas aussi, Pauline. Est-ce que vous avez encore confiance en la justice ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, l'instruction est en cours, on va enfin pouvoir libérer cette affaire et faire toute la lumière ? Effectivement, j'ai eu une énorme désillusion de la justice, mais j'estime que tous les professionnels ne sont pas mal formés, qu'ils ne sont pas mal intentionnés. Moi, ce que je comprends, c'est pas seulement ma bienveillance qui m'est reprochée. Hein. Effectivement, on me reproche de vouloir trop bien faire pour ma fille, mais ça, c'est, disons, anecdotique. Je pense que dans le fond, et c'est ce qui transparaît aussi dans les rapports, c'est qu'on veut pas me croire, on veut pas la croire. Et pour ça, on se penche sur le fait que je voudrais hypothétiquement nuire au père, au point de détruire ma fille, au point d'encourir des risques de condamnation pénale, au point de la faire de nouveau placer. Parce que là, j'encours encore un placement, parce que je m'entête. Il est écrit très clairement dans le jugement que si je persiste à croire que ma fille est victime de son père, elle sera de nouveau placée. Mais je ne peux pas ne pas la croire. Mais c'est une situation ubuesque. Enfin, à partir du moment où on pense que notre fille, notre enfant est victime d'inceste, fatalement, on n'a pas envie que cet enfant aille voir son bourreau. C'est pas tant de nuire à cet homme. C'est une situation. Mais ce qui m'est reproché, c'est que elle, parfois, elle n'a pas envie d'aller le voir. Et du coup, le père brandit cette carte-là en disant « Vous voyez, ma fille ne veut pas de moi. C'est sa mère qui fait ça. » Et on ne se pose pas la question de c'est peut-être lui qui fait ça tout seul. Et on vous reproche aussi votre état psychologique qui, j'imagine, forcément est difficile aujourd'hui ?
Alors je tiens bien psychologiquement, mais c'est grâce au combat que je mène aussi pour la cause de manière plus générale. C'est ce qui m'a fait tenir, hein. Je pense que je me serais écroulée sans ça. Et ça, on me le reproche énormément. Oui, vous dites les services sociaux, vous aurez dit si ma fille ne va pas bien, c'est que je ne vais pas bien, que je lui transmets finalement cela. Mais évidemment, je ne vais pas bien quand je vois ma fille comme ça. Oui, parce que quand je leur relate ses symptômes et son état et ce qu'elle me rapporte, il m'arrive de pleurer, de m'effondrer. Ça se voit que je vais pas bien. Je peux pas aller bien quand ma fille me relate l'inceste. Mais du coup, le problème est pris à l'envers. Ils disent oui, mais bon, on est tellement proches que du coup, ma fille ne peut pas aller bien en me voyant comme ça. Mais moi, je vais pas comme ça pour rien. Est-ce que Louise verra un expert psychiatrique ? Oui, c'est tout à fait possible que ce soit, d'ailleurs, à mon avis, ça le sera obligatoirement dans le cadre de l'instruction judiciaire qui doit avoir lieu suite à votre plainte avec constitution de partie civile. Qui peut durer combien de temps, cette instruction ? Ça peut durer longtemps. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a été reproché récemment en audience, quand je demandais justement que la mère ne soit pas condamnée pour non-représentation d'enfants, parce qu'une instruction était en cours, parce qu'on avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'inceste. Eh bien, on m'a dit, c'est le procureur de la République qui m'a dit ça, ah ben non, une instruction, ça dure trop longtemps, parce que la justice, en effet, manque de moyens, qu'une instruction, ça s'inscrit sur un temps long. Mais malgré tout, j'ai réussi à obtenir ce jour-là une très bonne décision parce que le tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction et donc nous a dit que la mère ne serait pas condamnée tant qu'un juge d'instruction ne se serait pas prononcé sur les faits d'inceste qui sont reprochés au père de l'enfant. Quand on parle d'une expertise, c'est une personne, un expert seulement qui va rencontrer en l'occurrence Louise ? Initialement, c'est un expert. Ensuite, libre à vous, si vous le souhaitez, si l'expertise n'est pas satisfaisante, libre à la partie civile de demander une contre-expertise. Il peut tout à fait y avoir plusieurs experts qui se prononceront sur le cas de votre fille. Un enfant qui parle, c'est pas toujours le cas, encore moins si petite. Est-ce que la justice prend en compte aussi cela ? C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans, est-ce qu'il a une parole plus crédible ou moins crédible qu'un enfant de 10 ans, par exemple ? Pardon, c'est une question innocente, mais je l'ai vu beaucoup sur les réseaux. Non. La parole de l'enfant, que ce soit à 3 ans ou à 10 ans ou même à 14-15 ans, elle n'est pas prise en charge, elle n'est pas crue. Après, il y a les symptômes, notamment, je pense aux bébés. Il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées pour détecter les violences sexuelles sur les bébés. Mais encore une fois, on va en revenir à la formation. Très peu de professionnels sont formés à détecter les symptômes qui permettraient de prendre en charge les jeunes enfants qui ne parlent pas encore. Quel est votre quotidien aujourd'hui, Pauline Bourgoin, et celui de Louise ? Il est très douloureux. Quand elle rentre de week-end de chez son père, elle s'effondre quand elle me retrouve. Et c'est une tornade, elle fait des crises de colère. Je la reconnais pas. C'est pas vraiment elle. Elle devient violente envers elle-même. Hein. Elle se tape, elle s'en veut, elle me tape moi. Elle va pleurer pendant des heures, mais vraiment au point de vomir. Elle se met à hurler dans son sommeil. Elle fait pipi au lit. Elle me demande de lui passer de la crème sur les parties intimes. Enfin, c'est très très lourd. Ça dure une semaine. Et la semaine suivante, elle est beaucoup plus sereine, ça va beaucoup mieux, elle redevient elle-même. Et puis la veille au soir de devoir repartir en week-end, elle a des crises d'angoisse. Situation qu'on retrouve souvent ? Oui. Trop souvent. Oui. Et c'est beaucoup en lien avec les violences conjugales. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément de maltraitance, qu'elle soit sexuelle ou physique ou psychologique, sur les enfants après la séparation de mères qui ont été victimes de violences conjugales. Et on ne fait pas ce lien-là. Et beaucoup, Pauline n'avait pas porté plainte, mais il y en a beaucoup de mères qui avaient porté plainte, qui ont des conjoints qui ont été condamnés. Ouais. Voilà. C'est le cas dans mon dossier que j'évoquais. Et on continue à ne pas croire l'enfant et on donne la garde parfois au père qui a déjà été condamné pour violence conjugale, parce qu'on ne fait pas ce lien-là entre les violences conjugales et les violences faites aux enfants. On parlait effectivement des avancées, Rachel Fleur-Pardo, dans la justice française. Les chiffres que vous avez évoqués sont quand même excessivement lourds, difficiles. On voit peut-être qu'avec le mouvement MeToo, qu'on n'annable pas, mais enfin qui fait avancer les choses malgré tout, le fait qu'on en parle, la situation est alarmante, on le voit encore aujourd'hui, elle est criante. La justice, pour autant, il y a forcément des hommes et des femmes bien
qui veulent faire avancer les choses. Est-ce que vraiment on peut espérer du mieux dans les mois et années à venir? Moi, j'espère vraiment du mieux et j'y crois. Il y a eu du mieux ces dernières années, c'est, je crois, indiscutable. Notamment, on parlait de ce décret qui permet de suspendre les poursuites. Il y a aussi une formation des enquêteurs aux violences conjugales. Il n'y en avait aucune avant, alors cette formation ne va pas assez loin. Et je crois que beaucoup reste à faire d'une façon générale aussi sur comment on accueille la parole des enfants. Donc moi, je crois à ce mouvement de société, je crois à ce que vous faites, madame, avec d'autres mères qui dénonçaient ensemble la violence judiciaire, en quelque sorte, que vous subissez. Et je crois, oui, qu'en effet, la justice pourra demain être mieux armée pour prendre en charge ces cas-là. On le voit, parfois ça change, parfois on a de bonnes décisions. Je veux quand même donner un message peut-être d'espoir ou optimiste en disant que ça vaut peut-être le coup de se battre et que demain, j'espère en tout cas, que ça ira encore mieux. Et je veux par là, je profite de ma présence ici pour appeler aussi au maintien de la Ciivise, dont la suppression est en train, peut-être, est une question qui est en train de se poser, alors que la Ciivise fait, je crois, un travail formidable pour libérer la parole, pour essayer de créer un espace où chacun se sent libre de dénoncer les faits d'inceste qu'ils ou elles ont subis, parce qu'il faut le dire, dans la lutte féministe, on a trop peu entendu parler des violences faites aux enfants, alors que ce sont des violences qui sont intimement liées. Évidemment, je me doute que c'est pas facile pour vous d'être sur ce plateau et de témoigner. C'était aussi une façon pour vous aussi de faire bouger les lignes, médiatiser cette affaire, pour pouvoir rendre une parole publique et expliquer, en fait, au monde ce que vous vivez. Tout à fait, parce que si ça s'est produit, c'est bien parce que le monde ne connaît pas les symptômes des enfants, ne connaît pas les failles, ne connaît pas les stratégies de l'agresseur. C'est ce manque de formation-là, ce manque de connaissances, d'informations, mais même du grand public, parce qu'il n'y a pas que le juge qui est responsable, c'est tout le déni social, parce que c'est tellement choquant. Et moi, la première, moi-même, j'étais dans le déni, donc je ne peux que comprendre la société. Et si on n'en parle pas, on ne fera pas bouger les lignes, donc j'en parle. Mais enfin là, on ne peut pas parler de déni, Claire Bourdille. La société sait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est maman, on peut être dans le déni par rapport à un homme effectivement avec qui on a été, on peut comprendre ce déni, qu'il soit intrafamilial. Mais la justice ne peut pas être dans le déni. La société sait, mais la société continue de fermer les yeux. Et c'est pour ça, enfin, j'entends la note positive qu'on essaye d'avoir, mais il y a quand même des signaux d'alerte, comme le fait que le gouvernement n'a pas mis en place des juridictions spécialisées qui auraient pu vraiment améliorer la prise en charge judiciaire des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales. Moi, je pense, et c'est à travers le collectif qu'on essaye de faire, qu'il faut que la société se mobilise. Parce que évidemment que le gouvernement, les élus, nos institutions ont un gros travail à faire, mais ils sont la société. Et si la société ne se mobilise pas avec eux, on va aller nulle part, on va continuer petit à petit. Vous voyez Laurence Rossignol, par exemple, comment elle se bat pour essayer de faire passer des lois qui ne passent pas, qui sont vidées de leur sens. En fait, il faut vraiment que toute la société se mobilise et pas que le gouvernement. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci de tout cœur, Pauline Bourgoin, d'avoir été dans le Grand JT. On vous embrasse, on embrasse Louise, évidemment. Et on espère, eh bien, justice pour vous. Merci. Très vite et pour votre enfant. Rachel Fleur-Pardo, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocate et aussi vous représentez Stop Ficha, dont on a beaucoup parlé ici sur ce plateau pour les affaires de harcèlement, notamment scolaire. Claire Bourdille, merci aussi d'avoir été sur ce plateau, fondatrice du collectif Enfantiste, donc qui lutte contre les violences faites aux enfants. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Carole Billou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef de Kezako Mundi, un magazine jeunesse pour les 10-15 ans qui propose aux lecteurs d'affûter leur méninge, de mieux comprendre les questions qui animent notre société. On en a besoin, nous aussi, chacun, on en a tous besoin, et se forger leur propre opinion. C'est un peu un travail de journaliste, finalement. Oui, tout à fait. Oui, dedans, on a des reportages, on fait intervenir des spécialistes également. Donc oui, tout à fait, on va sur le terrain également. Donc, Voilà, en couverture, par exemple, le mois de juin, sommes-nous trop surveillés? Pourquoi avoir choisi ce thème-là, de la surveillance?
C'était suite à la loi JO qui prévoit des dispositifs de sécurité renforcés, normalement sur une durée limitée, mais beaucoup d'associations de protection de la vie privée et des données personnelles craignent que ce ne soit prolongé plus loin que la date butoir. Donc c'était intéressant de voir quels dispositifs existaient déjà, qu'est-ce qu'on envisage, etc. Donc c'est pour ça, c'était un peu pour éclairer ces lois qui sortent et dont on n'a pas forcément connaissance. Et en dehors des lois, surtout pour éclairer à la fois les parents que nous sommes et puis les élèves, quand on a accès à autant d'informations, et notamment sur les réseaux sociaux, à l'heure où les fake news ne font que s'amplifier, en tout cas à flux, c'est nécessaire d'avoir un contenu fiable comme le vôtre, j'imagine. En tout cas, c'est ce que vous revendiquez. Oui, tout à fait. Et il nous semble important aussi que les jeunes connaissent leurs droits, parce que là en l'occurrence, c'est aussi leur droit. Savoir quand leur image peut être captée, quand leur image peut être enregistrée, quels droits ils ont sur ces données qui sont collectées. Donc, pour ce sujet-là, mais en général, on trouve intéressant qu'ils aient les clés, eux aussi, pour se saisir de ces sujets-là. Les clés, ça veut dire aussi apprendre à réfléchir finalement par soi-même ? Oui, tout à fait. Oui, on les incite à prendre du recul, à essayer de lire beaucoup de choses. Alors, Kesako, mais pas que, évidemment. Regarder des documentaires, lire, etc. Et puis, moi, je me rends en classe aussi régulièrement pour leur faire de la sensibilisation sur la liberté d'expression, sur le journalisme, la déontologie, ce genre de choses. Et puis, évidemment, les sources. Et puis, la vérification, parce que vous parliez de fake news. Donc là, c'est aussi un pan important. Donc, on travaille aussi beaucoup sur l'éducation aux médias et à l'information. Et quels sont les retours justement que vous avez fait de la part de ces jeunes ? Est-ce que vous sentez qu'ils sont justement bien informés, ou est-ce que on continue avec cette désinformation ? C'est quoi les retours ? Alors c'est difficile de faire une généralité évidemment, parce qu'on a une très grande diversité. Il y a des jeunes qui sont très informés. On est extrêmement surpris des sujets même qu'ils veulent aborder d'eux-mêmes. Il y a d'autres jeunes qui vont s'informer aussi, mais par des biais que nous adultes on n'a pas le réflexe d'utiliser en fait. Notamment les stories sur Instagram, mais de médias, ça peut être aussi des stories de médias officiels, hein. Mais ils vont plus avoir le réflexe de ça, ou de tutos, ou de vidéos YouTube, de youtubeurs journalistes, ou ce genre de choses. Il y en a certains il va leur falloir cette vidéo et cette image-là pour accéder à l'information. Mais c'est vraiment pas une généralité, hein. Il y a aussi des jeunes qui lisent beaucoup et qui s'intéressent à plein de choses. Kesako Mundi, c'est un magazine qui parle des jeunes avec des jeunes et pour les jeunes, dans lequel donc, vous mettez en lumière les acteurs de la société d'aujourd'hui et de demain. Comment vous choisissez les gens qui interviennent dans le magazine ? Donc nous, on a pas mal de personnes qui écrivent de par leur spécialité. C'est-à-dire, je vais confier les sujets en fonction de la spécialité de chacun. J'ai des juristes. La littérature en cette question, par exemple. Là, pour le coup, c'est moi qui l'ai pris en charge. Mais par exemple, la rubrique C'était hier, c'était une autrice qui a une formation en histoire. J'ai aussi des juristes, j'ai un mathématicien qui a écrit, pas tout récemment, mais qui a écrit déjà dans le magazine, qui lui est plus sur des sujets très scientifiques, mathématiques. Donc vraiment, j'essaye de faire en fonction de leur domaine de prédilection et de leur spécialité. Il y a des jeunes aussi qui écrivent, qui ont envie de prendre la plume et de pouvoir participer au magazine ? Non, pour le coup non, sauf justement parce que en termes d'éducation aux médias, je fais aussi 1 à 2 classes presse par an. Donc où là, je vais 12 heures par an en collège et je leur fais écrire un journal, un magazine. Enfin, je les accompagne en tout cas dans la rédaction de ça. Donc tous les ans, on publie dans un des numéros de l'année quelques-unes des productions de ces classes presse. Donc à ce moment-là, oui, ce sont les élèves qui ont écrit. Alors les classes presse, ces ateliers dont vous parlez, est-ce que vous avez le sentiment, enfin l'envie et la nécessité pour vous d'éduquer davantage effectivement les élèves aux médias ? Est-ce qu'il faudrait faire un cours spécifique hebdomadaire pour cela ? C'est sûr que les enseignants ont beaucoup de mal à l'intégrer. Ça existe dans le programme, évidemment, mais comme c'est intégré à l'EMC qui est déjà très, très chargé, peut-être que faire un pan à côté, mais bon, c'est vrai que le programme est tellement dense. Je ne sais pas
techniquement comment ils pourraient faire. L'EMC, c'est l'éducation morale et civique. Effectivement, il y a beaucoup de thèmes à aborder. On le voit sur le thème de la laïcité qui est souvent abordé à l'école. L'éducation aux médias, à l'information, la désinformation. Tout ça, c'est effectivement un atelier qu'on pourrait faire, on pourrait penser à part. Est-ce que vous arrivez à en parler avec tous ceux que vous rencontrez dans l'éducation ? Oui. Après, moi, je travaille donc dans ces classes presse avec le Clémy, donc qui fait un travail important à ce niveau-là et qui est présent dans beaucoup d'établissements, mais malheureusement pas partout. C'est vrai que tous les collèges et lycées, et puis même sûrement les écoles, mais je connais un petit peu moins, ça va assez peu les dispositifs qui peuvent exister. Et puis, bon, il manque d'intervenants journalistes parce que c'est pas évident de se dégager du temps pour ça. Tout simplement. Vous travaillez avec des établissements sur des, par exemple, lycées professionnels ou généraux. Moi, j'ai par exemple donné des cours un petit peu d'éducation à l'information. J'avais eu la chance de le faire, notamment sur un lycée technologique, et c'était assez intéressant de le faire avec ces élèves, notamment sur, on préparait le grand oral, sur la prise de parole et toutes ces choses. C'est quelque chose qu'on devrait justement continuer à faire, et c'est dans quel type d'établissement que vous travaillez notamment? Alors moi, c'est plutôt en collège, donc plutôt avec des quatrièmes la plupart du temps, pas toujours, mais essentiellement en collège, parce que c'est de là que viennent les demandes que me transmet en fait le Clémy. Mais je fais par contre des interventions qui vont être, elles, ponctuelles, qui seront en dehors de la classe presse, et là, ça peut être en lycée également, voire en médiathèque. J'ai aussi fait en médiathèque. Alors, tout est affaire de vulgarisation. Ce mot, il est un peu utilisé tout le temps. On le connaît. Exactement. Oui, alors, mais là, il s'agit réellement de vulgarisation, puisque effectivement, on parle à des jeunes de 10 à 15 ans, c'est à peu près ça, je crois, la moyenne d'âge, en tout cas ceux que vous touchez. Pour autant, il pourrait nous plaire ce magazine, exactement. Comment fait-on pour vulgariser des sujets aussi importants de société et qui sont souvent des sujets aussi philosophiques? Oui, c'est toute la difficulté. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont difficiles à aborder, soit parce qu'ils sont très techniques, soit parce qu'ils sont un peu tabous, il faut bien dire ce qui est. Donc on essaye d'être déjà de piocher dans un maximum de disciplines pour ouvrir au maximum le regard, donc en psychologie, en histoire, en droit, etc. Oui, parce que psychologie, par exemple, si je prends cette couve, comment les jeunes imaginent-ils le monde du travail? C'est pas comment est le monde du travail, non pas comment on s'insère dans le travail, non pas qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, mais c'est comment on l'imagine. Oui, tout à fait. Oui, là, on voulait partir de leur point de vue à eux parce que on se fait toujours des idées fausses en fait sur ce point de vue-là. Et on aime bien quand même leur donner la parole, même s'ils écrivent peu dans le magazine. On aime bien leur donner la parole. Et on trouvait intéressant de partir justement quand je leur ai fait passer des questionnaires à pas mal de lycéens surtout. Je me suis rendu compte qu'ils répondaient aux questions pas du tout dans le sens que les priorités n'étaient pas du tout celles que j'imaginais, parce que même moi, je viens avec mes préjugés sur la jeunesse. J'essaye de les étouffer pour leur parler le plus ouvertement possible, mais j'en ai quand même forcément comme tout le monde, donc on est toujours surpris de cette posture-là. Avec justement, de ce que je vois, des articles, mais aussi des jeux, des questions. Il y a un côté ludique aussi à travers en fait le magazine. C'est une manière aussi, ce côté ludique, d'apprendre plus facilement. Oui, tout à fait. Oui, par l'humour, avec les petites illustrations, par le jeu. C'est vrai que ça fait une entrée. Et puis ça dédramatise aussi certains sujets qui peuvent être un peu plombants. Ouais. Donc c'est vrai que varier les supports, c'est aussi une manière de leur apprendre des choses, de leur apprendre des choses même, pas forcément, mais en tout cas d'ouvrir leur regard sur les sujets qu'on aborde. Un bon job, c'est 3 petits points, je vous recommande l'article. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est qu'un bon job finalement? Est-ce que c'est un épanouissement total? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir être libre financièrement? Est-ce que c'est ce que vont attendre vos parents depuis toujours? Ça veut dire quoi? Quelles sont les réflexions et les questions des élèves à ce sujet? Là, pour le coup, je pense qu'adultes comme jeunes, ça dépend vraiment de la personne. Et il y a quand même le cadre de travail qui finit par égaler le salaire, et ça, c'est peut-être un peu nouveau. Les conditions, en fait, c'est ça? Oui, les conditions de travail, l'ambiance, le fait aussi de pouvoir équilibrer un peu vie professionnelle et vie privée, avec notamment la prise en compte des temps de transport, des horaires, du télétravail, etc. Ça, c'est un peu...
c'est un peu ce qui renouvelle la question par rapport aux générations précédentes. Mais après, les points importants restent quand même assez proches de ce qu'on a pu voir dans les générations d'avant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Carole Billot, pour nous présenter Kezako Mundi. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Voilà, Kezako Mundi. On lit dans ce sens-là le magazine des questions de société. Merci mille fois d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. C'est à vous, cher Guillaume, avec la chronique Quoi de neuf sur les réseaux ? Guillaume, nous allons parler d'une mère qui interpelle dans une lettre ouverte le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, et Brigitte Macron, la première dame. Pourquoi ? Je tiens à partager avec vous, monsieur le ministre, la très difficile année que mon fils de 15 ans vient de passer dans son lycée de l'Ouest parisien. C'est donc par ces mots que commence dans la lettre ouverte publiée dans les médias par Julie Gonsard, mère de ce garçon de 15 ans, qui tire donc la sonnette d'alarme car son fils est victime de harcèlement parce qu'il est tout simplement gay. Un document envoyé au ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, et à la première dame Brigitte Macron, où elle dit « Je vous sais sincèrement concernée par la question de harcèlement et les souffrances qu'elle entraîne. Celles subies par mon fils concernent en fait des milliers d'adolescents et illustrent parfaitement les graves manquements de l'institution chargée d'éduquer et de protéger nos enfants. » Voilà les mots de cette mère. Et dans en fait cette lettre, elle explique le jour également où son fils lui a annoncé qu'elle était gay. La situation un peu cocasse, on sucrait les crêpes de notre petit déjeuner. Il a déclaré le plus naturellement du monde: je pense que je suis bi, mais quand même plus gay, simple et direct. Alors en 2022, en fait, cet adolescent va rentrer en seconde et c'est là où en fait toute sa vie va un petit peu basculer. Avec les mots, je cite, de ce qui a été écrit dans la lettre. « Il se fait traiter de pédé, de sale pédé, on le regarde de travers, on se moque de lui, on l'évite, le malaise l'envahit et la mère voit son fils basculer dans le camp de la honte, il pleure jour, nuit. » Et tout simplement tout le temps. Donc c'est cette situation très compliquée que en fait subit sa mère, d'où cette lettre. Et en le voyant très mal, c'est après où la situation devient plus compliquée puisqu'elle décide tout simplement de prendre rendez-vous avec la professeure principale qui comprend la situation mais qui tout simplement explique à cette maman que son fils ne se fait pas insulter quotidiennement, n'est pas harcelé tous les jours. Donc malheureusement, elle ne peut rien faire pour elle. Cette mère décide tout simplement de s'intéresser, d'appeler le proviseur. Alors la réponse du proviseur, elle est très simple. Il assure prendre les choses très au sérieux. Il m'indique disposer d'infirmières et de CPE tout à fait en mesure de sensibiliser les élèves. Et donc plutôt que de sévir sur les élèves qui font du mal à cet enfant, c'est à ce dernier de s'accrocher. Donc cette mère perd un peu espoir, d'où cet appel et cette lettre ouverte au ministre et à la première dame. Elle va continuer tout simplement à appeler le proviseur qui va dire cette phrase qui est assez frappante dans cette lettre que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, que vous retrouvez également sur Internet. La réponse du proviseur lors de la rencontre avec la mère: le problème c'est votre fils, pas l'établissement. La preuve, nous avons d'autres élèves avec une autre sexualité. C'est d'ailleurs à lui de venir nous voir, pas à vous. Nous ne pouvons pas aider un élève qui ne s'exprime pas. Madame, qu'attendez-vous de nous? De rappeler que l'homophobie est interdite, mais c'est dans le règlement. C'est interdit. Et puis surtout, ça risque d'être contre-productif et d'aggraver la situation si l'établissement s'en mêle. Des réponses qui sont donc inacceptables au vu de cette mère qui a donc tout simplement changé son enfant d'établissement. La directrice de ce nouvel établissement s'est saisie donc de cette urgence et cette mère, elle a voulu écrire cette lettre ouverte tout simplement parce qu'elle se questionne sur le fait qu'en 2023 encore, les insultes racistes et homophobes sont interdites par la loi, certes, également inscrits dans le règlement des établissements, mais les jeunes ne sont jamais punis. Alors on espère qu'avec ce nouveau plan qu'a annoncé Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, d'ici la rentrée, dès la primaire, je l'évoquais dans l'actu en bref, les harceleurs pourront changer d'établissement et non les harceler. Et puis il y aura également un adulte référent dans chaque établissement qui sera chargé de suivre en fait ce plan et de suivre également les enfants qui se sentent harcelés, qui se sentent maltraités ou encore insultés. Et puis sinon, il faut le rappeler, la liberté de parole, tout simplement, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut pouvoir en discuter avec des adultes ou tout simplement avec ses parents ou avec ses frères et sœurs si vous le pouvez. Et oui, c'est toute la difficulté, discuter avec ses camarades de classe de ces sujets si importants. C'est là que ça entraîne effectivement des faits de harcèlement et de violence. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit le chanteur Stanislas. Les auditions, elles arrivent comment? Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, mon prof de chant me dit, tiens, il y a des auditions, tu devrais auditionner. Et en fait, au moment où il me dit ça, la prod me contacte et me dit, ok, ton profil nous intéresse, envoie-nous des vidéos. Et à ce moment même, j'allais juste partir en saison en tant qu'animateur dans le sud de la France. D'accord. Ouais, en tant qu'animateur pour ados et animateur sportif. Vraiment plein de métiers différents. Ouais, complètement. Et donc, du coup, en fait, j'ai passé en parallèle de ce début de saison toutes les auditions. Donc, je suis retourné sur Paris pour faire les auditions et les callbacks. Et du coup, j'avais pas de pression parce que du coup, j'avais mon taf à côté. J'étais dans un mood de saison en mode, tu fais ton taf tranquille, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est la vie, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Et la vie a fait que ça a fonctionné, donc merci. Et quand t'es pris, comment tu te prépares après ? Comment je me prépare ? Cours de danse, sport à fond, cours de chant à fond. Ce que tu faisais déjà finalement. Ouais, Tu es déjà prêt en fait. Je ne sais pas si on est prêt toujours à ce genre de médiatisation très forte parce que ça a été quand même quelque chose de fort et c'est une expérience vraiment incroyable. Donc même si tu t'y prépares, tu peux te préparer au mieux, mais ce que tu vis, c'est vraiment intense et en fait, faut juste le vivre pleinement, quoi. Justement, tu arrives dans le château. Comment tu vis cette entrée ? Eh ben moi, je me souviens, moi à l'époque, quand j'étais petit, j'ai des brefs souvenirs de cette émission avec le coach, en train de les voir courir autour du château. et en fait, je me dis, parce que moi, j'étais beaucoup, un peu hyperactif, donc je regardais pas trop la télé quand j'étais petit, mais j'ai quand même ce souvenir et je me dis, waouh, là, moi, je suis devant ce château emblématique. Et en fait, je vais faire partie de cette nouvelle saison, de ces nouveaux personnages qui ont marqué ce château. Et moi, maintenant aussi, je vais laisser ma trace dans ce château. Et en fait, de voir toutes les photos des promos d'avant, de voir tous les mots dans les toilettes qui sont emblématiques, où tout le monde écrivait. T'as laissé tes mots, toi aussi ? J'ai laissé mes mots. Et c'est vraiment quelque chose de fort, sentimentalement parlant, et à vivre et à écrire aussi. Donc l'aventure, tu la vis bien ? Je la vis super bien. Et l'après ? Et l'après, je le vis aussi super bien. Ça a été quand même une fausse régularisée. Il faut redescendre tranquillement puisqu'on sort. Le compte Insta, il a explosé. Tu voulais devenir influenceur. Ouais, mais c'est pas mon but. Et après, les gens te reconnaissent dans la rue. Donc c'est vraiment... Voilà, faut pas se laisser emporter par tout ça. Puisque même si les gens te reconnaissent dans la rue, c'est pas ce qui te fera manger. En fait, je me suis dit, ça y est. J'ai été mis en avant, on sait qui je suis, on voit à peu près qui je suis, on sait comment je travaille, on sait quel est mon tempérament dans la vie de tous les jours, puisque c'est aussi à ça que ça sert. Ton projet était déjà en tête ? Mon projet, cette émission a confirmé mon projet, a donné à l'artiste qui est en moi de la confiance. Et du coup, je me suis dit, ok, je veux faire ça, mais maintenant, le travail, il commence maintenant. Il ne faut vraiment pas se laisser sur, oh, bah tiens, je vais prendre une photo, oh, bah tiens, je vais faire ça, oh, tiens, on m'a invité à cette soirée. C'est très bien, mais il faut se servir de tout ça. Et c'est ce que je disais aux gens, vous me voyez des fois sortir, parce que j'ai fait pas mal de soirées super intéressantes en sortant, mais ce n'était pas juste pour profiter, c'est aussi là où en fait, on fait le maximum de rencontres. Réseau, quoi. Exactement. Déjà très calculé. Tout est calculé. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Stanislas Soufois-Rittner pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les box Orange. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Virginie. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Alice Pitavi. Au son, c'est Héloïse Merlin. Le maquillage, c'est Laure Audemont. La rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Ciao.